C'est vendredi, c'est Ravioli et c'est le grand JT de l'éducation. Merci d'être avec nous. Ou c'est peut-être pas vendredi si vous êtes en replay. Allez, le sommaire. Il y a 10 ans, on se demandait si Google allait nous rendre complètement bêtes. Désormais, on se demande si l'intelligence artificielle va pas nous rendre tout simplement cons. Ça sera en tout cas la question qu'on va poser à nos invités et ça sera surtout le débat du jour. Comment l'intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde de l'éducation? Réponse dans quelques instants. Dans d'autres bons points, on va se faire des bisous. Ou pas, je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, vous allez réfléchir à deux fois avant d'embrasser, notamment les enfants. Et puis, ça sera l'heure de l'agenda de la semaine avec Guillaume Buan. Toutes les sorties à faire, en famille ou tout seul, ou pas, ou à plusieurs, je sais plus quoi dire. Allez, c'est parti Guillaume, on le retrouve tout de suite pour une nouvelle rubrique 100% positive. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Du positif aujourd'hui, 100% positif, ça fait du bien dans une semaine qui a été marquée par les questions de violence. À la une donc de ce journal positif, on va dans le collège Adalbert de Bouzonville, en Moselle, très précisément, où depuis mi-janvier, on a un dispositif pour respirer. Effectivement. Objectif, c'est d'accompagner les élèves les plus en difficulté et qui présentent des signes de mal-être. Au programme, des sessions de 3 à 4 heures d'ateliers hebdomadaires sur une durée de 6 semaines entre chaque vacances dans la nouvelle salle de l'établissement. Il y a donc une bulle d'air, une sorte de cocon. Ils peuvent y pratiquer du yoga, de la méditation ou travailler sur leurs émotions. Je vous propose d'écouter Gabrielle Milazzo. Elle est coordinatrice de l'unité localisée pour l'inclusion sociale et animatrice également de ces ateliers. Elle était au micro de nos confrères de chez France Bleu. On s'est rendu compte que la crise, on savait la gérer quand elle a lieu, mais qu'on pouvait aussi l'anticiper par tout ce qui est travail en fait sur la communication avec les autres et sur l'identification en fait des émotions, des sentiments. Ça peut être une grosse crise d'angoisse, une bagarre, des grosses insultes envers un camarade parce que on est vraiment très énervé et quand on sait comment se gérer, quand on sent qu'on monte en pression, on évite en fait de partir en crise. On sait ce qu'on doit faire pour canaliser tout ça. Ça vient en fait en aide à tout ce qui est gestion du climat scolaire. Alors sur les 480 élèves, près de 150 pourraient donc en avoir besoin, au moins ponctuellement. 6 enseignants de l'établissement encadrent d'ailleurs ces activités. Et l'établissement réfléchit à faire venir des étudiants en sport et en santé pour qu'ils se sentent mieux avec eux et donc mieux à l'école. Faites comme moi Guillaume, on prend une grande respiration. Vous avez mangé des oignons ce midi. Direction Grand Quevilly au sud de Rouen, avec peut-être les futures voix dans vos autoradios. Oui, ce sont les élèves du lycée Val-de-Seine qui ont ouvert une radio éphémère lundi pendant 6 heures non-stop sur les 2500 élèves que compte l'établissement. Presque 200 ont participé à ce projet avec leur classe. Au cœur du dispositif, une douzaine d'élèves comme Manon qui a co-animé l'émission et qui affirme à nos confrères de France Bleu Normandie ne pas être très à l'aise à l'oral, mais que cela allait l'aider. D'autres ont découvert le métier de technicien à l'origine de ce projet. Les professeurs documentalistes de l'établissement qui ont présenté la candidature du lycée auprès du rectorat. Le projet est financé par la région et les lycéens ont choisi les sujets, les formats. Il y avait entre autres des chroniques, le récit d'un voyage à Dublin ou l'interview du CPE. Une initiative qui est d'ailleurs prête à être renouvelée. 12 heures d'antenne réparties sur 2 jours pour l'année prochaine. Et c'était non-stop. Comment vous faites vos non-stop radio vous? Non-stop radio. Non-stop radio, génial, restons en Normandie, où les collégiens, c'est vendredi, je vous l'ai dit, le vendredi on est plus léger, où les collégiens d'Évreux testent un mur interactif pour apprendre en s'amusant. Oui, ça c'est bien ça. C'est un outil qui a été inauguré du côté d'Évreux au collège Jean Jaurès en janvier dernier. Un projecteur qui affiche des images sur un mur lambda et les élèves peuvent interagir avec ce qui est projeté. Une expérience ludique pédagogique pour prendre par exemple des cours de français, de langue, de maths ou encore de sport. Écoutez justement bien cette prof de maths qui est très contente de cette initiative. Pourquoi pas travailler les révisions des nombres premiers, des équations, enfin plein de petits automatismes, parce qu'on parle beaucoup d'automatismes en mathématiques, et là, ça se prête beaucoup au travail des automatismes en mathématiques, je pense. L'idéal également pour certains élèves décrocheurs, c'est ce que nous explique la directrice de l'école. Le profil de décrochage scolaire qui aurait du mal à rester concentré en classe ou qui aurait du mal à rester très longtemps assis, qui aurait besoin effectivement d'avoir une variété de supports et d'activités et surtout d'être en mouvement.
Alors au total, 50 applications dans ce mur qui est connecté. Le département de l'Eure en a acheté 3 exemplaires pour 35 000 € par outil. Un dispositif qui est mobile et qui va donc passer d'établissement à établissement afin qu'un maximum d'élèves puissent le tester. Puisque vous êtes un menteur, Guillaume, vous m'aviez dit que c'était que de l'actu positif, ça n'a rien de positif. On va parler à Saint-Vincent-des-Landes de fermeture de classe. Mais c'est insolite. C'est pour ça que je voulais en parler. Bon bah ça va alors. Si c'est insolite, ça va. Mais c'est pas forcément positif. Non, c'est pas positif, mais c'est insolite. Pourquoi les parents en fait ont mis la classe à vendre sur le Bon Coin? Tout simplement dans cette zone d'établissement donc en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Je propose d'écouter cette maman d'un élève de cette école de la France Bleu Loire-Océan. Cette classe lumineuse est en parfait état. Elle contient tout le matériel pédagogique nécessaire au bon développement de nos enfants, sauf la maîtresse. Je sais bien qu'il n'est pas aisé en classe déjà. Voilà, il a un petit peu de difficulté quand même. Je me dis, si là, il se retrouve dans une classe avec beaucoup plus d'élèves, il va perdre tous ses moyens. Moi, ça me fait peur. Je me dis, ça est peut-être un peu gros, mais je vois l'échec derrière. Ça me fait peur, quoi. L'annonce a donc été postée au début du mois d'avril. C'est la seule école publique de cette commune et c'est surtout l'investissement qui pique. 500 000 € pour agrandir les locaux en 2021. Écoutez justement à ce propos le maire de la commune. Au départ, on avait 5 classes, on a fait 3 supplémentaires, celle-là. On a fait une école parce qu'on voulait que les enseignants et les enfants travaillent dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, on se dit que si c'était à refaire, peut-être qu'on aurait mis l'argent autre part. Alors la fermeture de cette classe sera donc officielle en juin prochain, sauf s'il y a des inscrits. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas, Saint-Vincent-des-Landes pour cette école publique. Et ça coûte combien sur le Bon Coin ? Ah oui, vous me prenez de court, je ne suis pas du tout allé regarder. Eh ben voilà. Et ce qui prouve, puisque l'erreur est humaine, et que bon, c'est pas une erreur, c'est juste que je pose une question que vous n'avez pas faite, mais ça prouve qu'on n'est pas encore des machines. Non. On n'est pas encore de l'intelligence artificielle. Touchez-vous comme ça, Guillaume Buan. Il existe. Nous sommes faits de chair et d'eau. Mais ça ne sera peut-être pas le cas pour toute la vie, puisque l'intelligence artificielle va peut-être nous remplacer d'ici. Ça sera pas plus mal. Elle aura peut-être plus d'humour que nous, mais la question qu'on va se poser tout de suite, c'est quel impact de cette intelligence artificielle dans l'éducation? C'est notre débat du jour. Pour en parler, nous recevons 2 experts de ces thématiques. D'abord vous, Romain Pigenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication et des publics à Univers Sciences. Et nous sommes également avec Bruno Devauchel. Bonjour. Bonjour. Formateur, chercheur associé au laboratoire Techné de l'Université de Poitiers. Bruno Devauchel, je vais commencer avec vous à distance sur cette question de l'intelligence artificielle au profit de l'éducation. On a vu l'apparition récente de cette intelligence artificielle générative, de ces intelligences artificielles génératives. On pense évidemment à ChatGPT, DALL-E et consorts. Ça n'a rien de nouveau, l'intelligence artificielle, les programmes de langage naturel, idem. Ce qu'il y a de nouveau, c'est leur popularisation et leur explosion dans le grand public. Alors oui et non. Oui et non. Alors oui, dans la mesure où effectivement c'est l'arrivée de ChatGPT en particulier avec la médiatisation qu'il y avait au-dessus. Non, dans la mesure où, personnellement d'ailleurs, quand j'étais enseignant, je travaillais déjà avec ce qui était la première époque de l'intelligence artificielle, mais où on n'avait pas les mêmes moyens que maintenant. Donc on est bien sur la même idée, effectivement, mais c'est une idée qui aujourd'hui se traduit concrètement dans le grand public et est accessible à tous. Et c'est ça qui change vraiment la donne. Alors vous qui êtes chercheur, qui vous intéressez à ces questions de l'éducation avec le numérique, est-ce que dans 2 ans, on a fait un grand boom? Est-ce que les pratiques numériques des élèves, puisqu'on va commencer par le prisme des élèves avant de parler des enseignants, est-ce que vous avez le sentiment, et au-delà du sentiment, est-ce que vous pouvez le sourcer, le chiffrer, que ça a évolué? Alors, les pratiques personnelles des jeunes ont évidemment fortement évolué au cours des 15 dernières années. Les pratiques avec maintenant l'aide de l'IA, de l'intelligence artificielle générative en particulier, évidemment, elle a été, je dirais presque immédiatement adoptée par un certain nombre d'élèves qui y ont vu, d'élèves et d'étudiants qui y ont vu effectivement un intérêt pratique. Donc très très vite, ça s'est fait. Par contre, soyons pratique dans l'ensemble des pratiques pédagogiques aujourd'hui, l'usage de l'intelligence artificielle, tout comme l'usage globalement du numérique dans les classes, reste encore assez limité, en particulier dans l'enseignement primaire, un peu plus dans le secondaire et dans les lycées.
Romain Pigenel, je rappelle que vous travaillez à Univers Sciences. Tous les ans, vous proposez un baromètre de l'esprit critique, dont le dernier est sorti il y a quelques semaines. Et il y a un focus sur l'intelligence artificielle très intéressant, puisque l'on découvre notamment que 61% des Français interrogés voient l'intelligence artificielle comme une révolution technologique majeure. Dans l'ensemble, les chiffres montrent qu'il y a une vraie appétence, un vrai goût du public français pour toutes ces nouvelles, entre guillemets, technologies. Alors les chiffres, ils montrent deux choses. D'une part, comme vous le dites, effectivement, qu'il y a une appropriation qui est quand même assez rapide, mais surtout qu'il y a une vraie différence entre les 18-24 ans sur notre focus, justement, et sur le reste du panel. Alors on n'est pas descendu, pour plein de raisons, sur les moins de 18 ans, on le fera peut-être l'année prochaine, mais ce que montrent déjà les chiffres qu'on a, c'est qu'il y a vraiment ce que j'appelle une génération IA, puisqu'on pose dans l'étude, alors qu'il ne parle pas que d'IA, hein, comme vous l'avez dit, on parle d'esprit critique en général, donc on interroge les Français sur le rapport à la science, rapport aux médias, et chaque année, donc, sur une technologie ou sur un sujet scientifique particulier, cette année, c'était l'IA. Et sur la quasi-totalité des questions, les 18-24 ans font plus confiance, ils utilisent plus l'IA. Par exemple, quand on demande aux répondants, effectivement, comme vous l'avez dit, pensez-vous que c'est une révolution au niveau de l'imprimerie, c'est 6 sur 10 sur l'ensemble des Français, ça monte de 10 points quand on regarde sur les 18-24 ans. Et là, ça devient très intéressant aussi, c'est quand on regarde sur la question des usages. Alors, on a posé des questions sur l'IA en général et aussi sur les IA génératives. IA générative, on a sur notre panel déjà à peu près 6 Français sur 10 qui en ont déjà entendu parler, mais uniquement 23% qui les ont déjà utilisés. Donc c'est dans les médias, c'est dans les discussions, voilà. Mais dans le concret, on n'y est pas encore. Mais 23% pour l'ensemble des Français. En revanche, on monte à 46% pour les 18-24 ans. 2 fois plus. Voilà. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est sur quoi ils font confiance et sur quoi l'utiliser. Alors évidemment, on pose des questions. Seriez-vous prêt à prendre un avion piloté par une IA ? Est-ce que vous auriez confiance ? Le taux de réponse est bas. En revanche... Oui, alors, on fait une pause là-dessus. 28% font pas confiance à l'intelligence artificielle pour piloter un avion. Ils savent juste pas que quand ils montent dans un avion, le pilote automatique, dès qu'on est dans l'altitude, c'est l'intelligence artificielle qui contrôle l'avion. Parce que c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'intelligence artificielle. Oui. Vous l'avez rappelé, c'est ancien, il y en avait déjà. Bah oui. Donc voilà. C'est le paradoxe, puisque piloter un avion, c'est déjà fait aujourd'hui par des ordinateurs de bord. Exactement. Alors je pense que là, la question était plutôt d'imaginer un avion sans aucun humain. D'accord. En fait, on voit dès qu'on est sur des sujets de science-fiction, de vie ou de mort, ah oui. je dirais, prescrire des médicaments, etc., le taux de confiance est bas. En revanche, et ça c'est dans toutes les questions qu'on a, quand c'est répondre à un problème, traduire un texte, écrire un texte, alors là, le taux de confiance est très élevé puisqu'on monte sur du 70-80%. Et là encore, systématiquement, on a un différentiel de 5 à 10 points en plus pour les 18-24 ans. C'est pour ça que je parlais de génération IA. Et pour l'IA générative, on parle de techno dont l'usage, je dirais, général a un peu plus d'1 an. Donc c'est dire l'ampleur du séisme qui est en train de prendre place dans la vie des plus jeunes, en tout cas. Bruno de Vauchel, vous avez entendu les résultats de ce baromètre. Est-ce que ça ne montre pas ce que j'aime à appeler une forme d'analphabétisme numérique ? C'est-à-dire que les résultats de ce sondage montrent que les Français ne sont pas très au fait de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde numérique. Quand 28% seulement pensent que une IA, mais derrière ça, un programme informatique peut piloter un avion, c'est qu'ils ne savent pas comment fonctionne un avion. Alors effectivement, beaucoup d'adultes aujourd'hui, même par rapport aux compétences numériques, n'y connaissent pas vraiment grand-chose. Il y a aujourd'hui quand même près de... alors on considère qu'il y a entre 10 et 15% de personnes qui sont analphabètes en France. Et si on va du côté du numérique, on est à 40% dans les chiffres qui ont été faits. Et on ne parle que de l'analphabétisme numérique, on ne parle pas de ce qu'on appelle les vulnérabilités ou les fragilités numériques qui sont encore plus importantes. Nos collègues belges l'ont analysé, ils sont arrivés à des chiffres assez impressionnants de 65% à partir de mise en situation d'adultes sur des études de cas. Et on s'est aperçu qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Et c'est un vrai problème. Alors, l'autre problème est aussi que là, on parle de l'IA générative parce qu'elle se voit. Mais il y a plein d'applications qui utilisent l'IA sans qu'on la voie. Vous avez parlé de la traduction, vous avez parlé de la transcription automatique, voix-texte, etc., etc. On a effectivement un certain nombre d'usages de l'IA qui sont totalement ignorés. Vous parliez du pilote, on peut parler effectivement d'un certain nombre de professions, d'un certain nombre d'applications. Le métro automatique aujourd'hui est piloté comment ? Il est piloté par une IA à l'ancienne d'abord,
puis avec une IA qui intègre petit à petit ce qui est les nouveautés de l'IA aujourd'hui, qu'on appelle l'apprentissage profond, qui permet à la machine d'apprendre de son expérience. Et ça, c'est une grande nouveauté. Mais c'est totalement transparent pour l'utilisateur, qui ne voit pas lorsqu'il utilise son smartphone qu'en réalité, il est en train d'alimenter, d'utiliser de l'intelligence artificielle ciblée, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, et qu'il est en train aussi de l'alimenter en lui donnant son propre usage. Dans cette continuité, Bruno de Vauchel, il y a un autre paradoxe, c'est que quand on parle de la jeune génération, jusqu'à 18 ans et même après, on les dit, vous parlez d'une génération IA, concernée, qui connaît le sujet, mais Bruno de Vauchel, quand on est dans les faits et quand on parle notamment à des enseignants, ils sont de moins en moins au fait du fonctionnement des ordinateurs, ils ont des programmes prêts à consommer, tablette, smartphone, où on bidouille pas. Et donc, paradoxalement, on a une génération qui, oui, connaît un peu plus de choses, est peut-être plus informée sur le numérique, mais qui, quand il s'agit de faire, est là très, très, très en retard. L'exemple qui est souvent donné, c'est dans les salles de classe, les jeunes, en général, tapent au clavier comme des papys. Alors, effectivement, le clavier de l'ordinateur est aujourd'hui totalement dépassé pour un certain nombre de jeunes. Il suffit de se promener dans les transports en commun à l'heure où les jeunes sortent de leurs établissements pour les voir taper avec les 2 pouces ou avec les doigts, mais très très rapidement. En fait, ils transposent. Ce qui est presque dépassé pour certains usagers, c'est le fait qu'il y ait cet ordinateur avec ce clavier. Et il y a tout ce qu'il y a derrière l'ordinateur. L'ordinateur est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre qu'un smartphone. Le smartphone, vous l'achetez, vous êtes connecté tout de suite et tout de suite vous avez des applications. C'est totalement transparent pour vous. C'est ce qui fait que se crée effectivement une sorte de méconnaissance de ce qu'il y a derrière l'écran, mais par contre une très grande habileté à utiliser tout ce qui est offert et qui est préparé par les concepteurs de ces produits qui ont cette particularité, c'est d'être très 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 habiles dans leur conception et dans les choix qu'ils font, car ces choix facilitent la vie quotidienne des jeunes et par exemple dans leurs relations avec leurs amis. Robin Pigenel, oui, vous voulez réagir? Oui, je ferais quand même une nuance par rapport à tout ce qui a été dit, enfin, que je partage en partie, mais il y a ce qui est aussi intéressant et ce qui ressort dans notre étude, et ce qui se voit aussi dans d'autres études, c'est qu'il y a quand même, il n'y a pas non plus une population française, y compris chez les jeunes, qui est béat par rapport à ces technologies. Et typiquement, quand on pose la question, pensez-vous que ça pose des nouvelles questions, des questions de régulation, des questions éthiques, il y a quand même une forte majorité qui répond oui. Et on a quand même testé, on allait poser des questions sur la compréhension de ce qu'est l'IA. Par exemple, quand on demande, pensez-vous qu'une IA est complètement autonome, on a une majorité qui répond non, ce n'est pas autonome à 80%. En revanche, quand on dit est-ce que les IA sont plus neutres que les êtres humains, là on est sur du 50-50. Donc on voit qu'il n'y a pas, je dirais, une ignorance. Et je trouve que ce que reflète notre étude, justement, c'est qu'on voit quand même que tous les débats qui ont eu lieu depuis maintenant quelques années, ils ont quand même imprégné et les esprits, et on n'a pas non plus une population qui serait composée d'utilisateurs BA, qui ne seraient pas conscients des problèmes ou des questions que peuvent poser ces nouvelles technologies. Et il y a cette question de l'esprit critique au-delà de l'intelligence artificielle, puisque votre baromètre s'intéresse à cet esprit critique. D'abord, c'est quoi l'esprit critique au fond pour le panel de Français que vous interrogez? Alors, l'esprit critique, d'abord, nous, la manière dont on l'appréhende et la raison pour laquelle on a créé cette étude, c'est, on dit, enfin en tout cas Universcience, que c'est la capacité à discriminer et analyser l'information pour se créer une opinion de manière aussi libre que possible, et une opinion fondée. Et nous, on le lie justement à la démarche expérimentale et scientifique, et c'est la raison pour laquelle Universcience, qui est Cité des sciences et de l'industrie et Palais de la découverte, on s'est lancé là-dedans. Alors, effectivement, comme vous le dites, on demande justement à nos répondants de dire, mais au fond, l'esprit critique, c'est quoi? Alors, il y a des réponses qui sont logiques et d'autres moins. Par exemple, ils sont très largement majoritaires à dire l'esprit critique, c'est consulter plusieurs opinions avant de se faire la sienne, c'est vérifier les faits. En revanche, quand on leur demande est-ce que se méfier de ses propres intuitions, c'est faire preuve d'esprit critique, là, ils ne sont que 18% à répondre oui. Et ce qui est une erreur fondamentale, puisque, notamment avec tous les problématiques liées au biais cognitif, il faut savoir se méfier de ses intuitions. Donc, voilà, il y a une bonne compréhension, on va dire, de ce qu'est l'esprit critique, en tout cas de manière déclarative, sur sa dimension, je dirais, analyser l'information, prendre le temps, mais on voit que, par exemple, sur le fait de se méfier de tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif, c'est beaucoup moins clair. Bruno de Vauchel, et les profs dans tout ça, vous qui les côtoyez, en plus des élèves, est-ce que vous les sentez fascinés, inquiets, dépassés? Quel est l'air du temps que vous percevez?
Alors, dans le monde de l'enseignement, depuis tout le temps, on a, on peut dire, allez, on va le dire, un tiers, en étant très gentil. Il y a un tiers de passionnés qui sont déjà très au fait de ces choses-là et qui vont tout de suite utiliser avec leurs élèves, directement ou indirectement, ces technologies. Il y a un tiers de très critiques et très opposés qui, effectivement, se posent beaucoup de questions parce que... non pas qu'ils sachent quelles sont les bonnes questions, mais que la médiatisation, et je reviendrai sur ce que disait notre collègue tout à l'heure, c'est que la médiatisation et la vulgarisation par la presse d'un certain nombre d'aspects de l'IA transforment la façon dont ils se représentent les choses. Et puis il y a le troisième tiers, qui est des gens qui vont essayer une fois, deux fois, qui vont tâtonner, et qui vont parfois progresser. On a aujourd'hui une réalité qui est beaucoup plus modeste que ce que l'on pense, parce que j'étais avec une collègue qui a travaillé sur du primaire il y a quelques mois. Alors, je parle dans le primaire qui est très particulier. Eh bien, sur l'Académie de Paris, on avait quelque chose de l'ordre de à peine 20% des enseignants qui étaient vraiment impliqués dedans, pour 80% qui, en réalité, sont très attentistes. Est-ce que ça va profondément bouleverser la manière d'éduquer? Est-ce que les profs doivent s'adapter? Je pense par exemple aux devoirs à la maison, dont on sait qu'aujourd'hui ils peuvent être allègrement faits avec du ChatGPT et consorts. Est-ce que ça va changer profondément les pratiques éducatives? Ou est-ce que, comme on peut l'entendre, la petite musique, c'était la même chose quand j'avais la calculatrice? Est-ce que voilà, c'est une technologie parmi d'autres et ça ne va pas changer beaucoup les choses? Alors, ça peut ne pas changer les choses si le système éducatif continue sur les approches qu'il a depuis très longtemps autour de ces technologies. C'est-à-dire que il y a un attentisme, même dans les politiques, on le voit dans les propos des ministres, et malheureusement cet attentisme ne permet pas d'envisager un changement radical, car derrière ça, il y a une institution, il y a un fonctionnement institutionnel qui n'encourage pas à des changements radicaux. C'est pour ça que ces fameux 20% ou 15% ou 25% d'enseignants expérimentateurs, eux, vont très loin, mais ils sont très souvent isolés du reste. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, est-ce que ça va changer les pratiques? De toute façon, les enseignants vont se retrouver confrontés à des problèmes, comme ils l'ont été avec Wikipédia. C'est-à-dire qu'ils vont se confronter au problème de « j'ai la possibilité en tant qu'élève de faire plus facilement mon devoir, donc si vous me laissez l'occasion de le faire, je le ferai ». C'est pour ça qu'il va y avoir des adaptations, mais pas de transformation radicale. Romain Pigenel. Je reviens sur ce que je disais sur sur l'expression de génération IA qui est caricaturale, mais que je n'utilise pas comme sans raison. Je vous disais, on a, selon de ce qu'on voit dans nos chiffres, déjà 46% d'utilisateurs d'IA générative chez les moins de 24 ans. Et on a posé des questions plus précises. On a regardé, par exemple, est-ce que vous utilisez déjà régulièrement l'IA, pas seulement vous l'avez déjà utilisé, pour traduire des textes, écrire des textes. Et quand on demande, par exemple, écrire des textes, on est à 16% d'utilisateurs réguliers. Ce qui est colossal, hein, parce que, encore une fois, les IA génératives, elles ont à peine 2 ans, 1 an et demi. Et je suis à peu près certain, peut-être d'ailleurs le fera-t-on, que si on posait les mêmes questions l'an prochain, ça progresserait. Donc ça a 2 types de conséquences. Déjà, effectivement, comme cela vient d'être dit, ça va avoir de l'impact, mais comme Wikipédia, Internet en son temps, sur la production des devoirs. Et puis surtout, en termes d'orientation scolaire, ça va révolutionner toute une nouvelle série de métiers. Moi, je vois dans les métiers de la communication où pas mal de jeunes se dirigent, y compris des jeunes qui sont passionnés de nouvelles technologies, très clairement, sur de la rédaction de texte, la rédaction de communiqués de presse, de contenu écrit, les IA génératifs font déjà aussi bien, je dirais, que des professionnels juniors. Donc, ça va avoir un impact, je pense, en tout cas, effectivement, sur la manière dont les compétences scolaires, d'écriture, de rédaction peuvent se développer. Et puis aussi, vraiment, après, sur des problématiques d'orientation, parce qu'il est à peu près certain que toute une série de métiers de production écrite et de production vidéo, parce que la deuxième lame de fond, c'est les IA génératives de vidéo et d'image, dont on voit déjà qu'elles impactent le travail des designers, des artistes. Ça va changer le monde du travail. Donc je pense qu'on a encore du mal à saisir l'ampleur de la lame de fond, mais ça aura des conséquences très lourdes, c'est évident. Et on le voit en ce moment, c'est l'école des Gobelins, je crois, qui fait l'objet de critiques, puisqu'ils génèrent des images pour faire de la publicité autour de leur formation. Et certains critiques sur Internet disent « mais on ne comprend pas pourquoi vous utilisez des logiciels de génération d'images alors que vous avez plein d'étudiants à disposition ». Et que c'est la crainte qu'ils ont de se faire remplacer par de l'intelligence artificielle. Au sein d'Universcience, vous avez
plusieurs organismes qu'on connaît bien, la Cité des sciences et de l'industrie, Paris Découverte, vous avez un site, leblog.fr. Est-ce que ça change votre manière de présenter des expositions? Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Vous avez notamment eu le printemps de l'esprit critique, où vous avez proposé plusieurs expositions autour de l'IA. Est-ce que c'est une thématique qui devient de plus en plus prégnante dans ce que vous proposez? Et est-ce que ça change même la manière dont vous proposez vos expositions? Alors, oui, oui et oui. Triple oui. Voilà. Pour commencer par le premier oui, d'abord, c'est une problématique qu'on traite de plus en plus. Il y a effectivement deux choses importantes. C'est d'abord, comme l'a dit M. Divauchel, arriver à faire comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire ouvrir la boîte noire. Et ça, c'est vrai qu'on propose tout au long de l'année, alors de manière renforcée pendant ces 2 semaines qui viennent de se finir, qu'on appelle le printemps d'esprit critique, mais des ateliers pour tous les niveaux scolaires, notamment, pas que pour les enfants, mais aussi beaucoup pour les jeunes, où on leur explique comment ça marche. Qu'est-ce qu'un biais, qu'est-ce qu'un algorithme, comment justement les algorithmes sont construits, les problématiques de ce qu'on appelle le digital labor, le fait que c'est en fait nous tous parfois qui entraînons les algorithmes. Donc ça, on fait beaucoup de sensibilisation là-dessus. Aussi des ateliers pratiques où on permet aux jeunes de jouer avec les IA pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un prompt, parce que il y a les deux aspects, il y a savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la boîte noire et après comment bien l'utiliser. Et après, dans notre manière de travailler, puis j'oubliais surtout un élément important, on va proposer bientôt, dans quelques mois, une grande exposition sur l'IA, qu'on a coproduit avec le Quai des Savoirs à Toulouse, qui est un autre grand musée de sciences à Toulouse, qui s'appelle IA Double Jeu, qui est actuellement à Toulouse et puis qui arrivera à Paris l'an prochain et qui reprend les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire expliquer comment ça fonctionne et quelles sont les problématiques éthiques, sociales et aussi évidemment environnementales. Et après, dans notre travail, pour reprendre ce que vous disiez, on a commencé à incorporer l'IA et par exemple nos graphistes, qui sont là-dessus plutôt progressistes, assez naturellement, commence à utiliser ces technologies et de manière hybride. Et c'est ça qui est intéressant. Et on voit qu'en fait, ça ne sera pas tout l'un ou tout l'autre. On peut utiliser une IA générative pour se donner une première idée de concept visuel qu'après on va retravailler. Et d'ailleurs, on s'est heurté à des premiers sujets. C'est quel est, par exemple, le droit intellectuel? Quels sont les droits pour ce genre de visuel? Donc vous repérerez que sur certaines de nos affiches, c'est marqué justement une double propriété intellectuelle. Ça a été produit par de l'IA, mais retravaillé par nos graphistes. Et on se pose la question sur, je dirais, tous les corps de métier. Et c'est vrai qu'on a à cœur, dans une institution comme la nôtre, de se saisir de ce genre de technologie, sans porter un discours ni alarmiste ni béat. On dit toujours, nous, on n'est ni technoladre ni technophobe. C'est une nouvelle technologie. Elle n'est pas si révolutionnaire que ça, même si elle l'est un peu. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Comme toujours, ce qui est important, c'est de la comprendre et savoir comment l'utiliser. Bruno Devauchel, en guise de conclusion, il y a quelque temps, il y avait un ouvrage qui était sorti qui se demandait si Google allait nous rendre stupides. J'ai l'impression qu'on est passé à une étape supérieure. Est-ce que l'intelligence artificielle ne prend pas le risque de nous rendre complètement cons, pour paraphraser la phrase d'un chercheur autour de l'ordinateur qui était complètement con? Est-ce que c'est pas nous qui allons devenir cons avec l'intelligence artificielle? Alors, on peut le devenir si on reste, je dirais, uniquement des utilisateurs BA. La question, c'est que, on parlait de la formation à l'esprit critique, la formation autour, je dirais, globalement de l'enseignement et de l'éducation, elle doit éviter de faire des utilisateurs BA. Et le danger serait que l'éducation ne s'emparant pas, et en particulier le système éducatif ne s'emparant pas de cette question-là, laisse les élèves et les jeunes, je dirais, au vent des marchands, entre guillemets, d'illusions, et à ceux qui vont fournir des outils qui seront tellement intégrés qu'on ne pourra même pas savoir qu'ils sont là, et on va en être esclave. Et là, c'est le danger. D'où la nécessité de comprendre ce que disait notre collègue tout à l'heure, c'est que la nécessité de comprendre ce qu'il y a dans la machine, au minimum. Je dis bien au minimum. Et on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci Bruno Devauchel et Romain Pigenel d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux. Je rappelle ce baromètre donc très intéressant autour de l'esprit critique qui parle d'intelligence artificielle, mais pas que. On marque une courte pause et on revient pour la suite du Grand JT. De retour dans le Grand JT de l'éducation, j'accueille Marie-Laine Fouquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice de Anti-Bisous aux éditions Talent Haut. Et puis à l'illustration, c'est Bérangère Delaporte. Vous le voyez sur cet écran. Anti-Bisous, c'est l'histoire de Jeanne, 8 ans, l'héroïne de cet ouvrage, qui, eh bien, comme le titre l'indique, en a marre des bisous. Oui, Jeanne, elle en a marre qu'on lui demande de faire des bisous à la grand-mère qui sent pas toujours très bon dans la rue et qu'on ne connaît pas, aux voisins, aux libraires, parce qu'il faut faire des bisous quand on est une petite fille bien élevée.
Et alors, Jeanne, elle met en place des stratagèmes pour ne plus faire de bisous. Qu'est-ce qu'elle fait? Exactement. Jeanne, elle va avoir l'idée d'abord de sentir très, très, très mauvais pour essayer de repousser un petit peu les gens. Mais bon, elle va se faire prendre au bout d'un moment par ses parents. Et ensuite, elle va avoir une autre idée, c'est d'être très, très, très méchante et très désagréable pour repousser les gens. Bon, forcément, il y a un moment donné où ça va lui retomber dessus aussi. Alors derrière cette histoire d'apparence drôle, qui est très drôle, qui est très bien écrite et très bien illustrée aussi, il y a une vraie question, c'est la question du consentement que vous cherchez à évoquer. Tout à fait. Le consentement, on en parle de plus en plus pour les adolescents, et c'est très bien. Mais l'éducation au consentement, elle vient déjà pour les petits, et c'est déjà commencer à leur dire si oui ou non ils sont d'accord avec ce qu'on leur propose. Et ces bisous comme ça obligatoires, c'est la première chose. Parfois, c'est ce qu'on demande à un enfant pour être poli. Mais on peut être poli et respectueux sans faire des bisous, sans toucher l'autre ou les inconnus. C'est quoi le point de départ de cet ouvrage? Est-ce que c'est une expérience personnelle ou est-ce que c'est un constat? Je crois que vous travaillez notamment avec des jeunes, des enfants en difficulté. Vous êtes enseignante, c'est ça? Oui, à l'origine, je suis enseignante spécialisée, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que les enfants et cet âge-là, 7-10 ans, c'est un âge que je connais très bien. Je suis aussi maman de garçons. Et je crois que cette histoire, elle est un peu partie justement de ce constat de voir les enfants qui soit sont très timides, soit n'ont pas envie de tout de suite aller vers l'autre. Et mes enfants garçons ont eu, je crois, la chance d'avoir tout de suite le côté bon bah c'est pas grave, t'es un petit garçon, tu as le droit de nous serrer la main. Et ça m'a un peu fait réfléchir en me disant d'accord, donc les filles tout de suite c'est impoli parce que ça serre pas la main. Et est-ce que la crise sanitaire, pendant un temps, ça a eu un bon effet? Puisque les enfants, ils sont passés des petits anges absolus aux vecteurs de propagation du virus plus. Donc les grands-parents notamment avaient de moins en moins de contacts, mais ça s'est vite oublié. J'ai l'impression que c'est vite parti. Après, heureusement, de plus en plus au niveau de l'éducation quand même, maintenant, on parle justement de ce consentement et c'est une bonne chose pour apprendre à expliquer aux enfants que non, on n'est pas obligé d'être toujours dans le contact. Est-ce que c'est un sujet qui, selon vous, est assez bien adressé, que ce soit dans la société, à l'école, dans la littérature, ou est-ce que vous pensez que ce livre, il apporte aussi une réponse à une espèce de zone grise? On parle parfois de la zone grise du consentement quand on parle des relations adultes. Là, il y a peut-être aussi une zone grise du consentement chez les enfants? Oui, j'espère qu'il apporte, alors je ne sais pas s'il apporte la réponse, en tout cas, il apporte un moyen de communiquer et d'en parler avec les enfants. Il y a notamment un petit jeu qui va sortir avec la maison d'édition à partir de ce livre pour un petit peu ouvrir le débat. Si papa m'oblige à m'attraper la main pour traverser, est-ce que je dois forcément dire oui ou non? Comment ça se passe? Si la meilleure amie veut faire un gros bisou, est-ce qu'elle a le droit? Comment elle peut faire pour me montrer aussi qu'elle a envie, mais me demander la permission? Donc il y a toute une réflexion et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était un petit peu dans cette zone grise-là. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça que vous trouvez importants d'aborder, qui ne sont pas assez abordés sur ces questions liées à l'enfance? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais je crois qu'il y a vraiment ce côté en partant du consentement où c'est important de laisser aux enfants la possibilité de s'exprimer, de ne pas forcément leur dire tout de suite il faut que tu fasses ça, mais d'en discuter. Je pense que la littérature, pour ça, elle peut ouvrir un questionnement et une communication plus facile entre les adultes et les enfants. À qui s'adresse cet ouvrage? À quel âge il peut être intéressant de le lire? Oui, à partir de 6 ans, à partir de 6 ans à 10 ans, mais pour la discussion, ça peut être même aller au-delà, tout à fait. C'est un livre aussi qui, à travers cet exemple du bisou, permet aux enfants aussi d'aborder cette question du consentement, mais même au-delà, même des relations sociales, puisqu'on le sait, ils peuvent être la cible aussi de pédocriminels. Ça permet aussi de placer une première barrière et de prendre conscience des limites de leur corps aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on a le droit de dire non. Et il y a des choses auxquelles on doit dire non. Il y a aussi l'histoire de les enfants qui parfois le retour
de certains parents, ça va être « Oh, mais mon enfant, il adore ça, faire les bisous. » Et il y a une espèce de peur de « J'y vais pas parce que qu'est-ce qui va se passer s'il veut plus faire des bisous ?» Sauf que l'enfant, il aime faire des bisous à sa famille quand il en a envie, à son papa, sa maman, ses frères, son papy, mais pas du tout aux inconnus. Et ça permet d'aborder ce sujet-là, oui, effectivement, avec les enfants, et d'en parler aussi aux parents, parce que si on leur dit toujours il faut aller vers les inconnus, les embrasser, etc. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limites. Ils ne savent plus. Comment ils réagissent justement les enfants et les parents quand ils lisent votre ouvrage? Vous avez un peu des témoignages? Oui, ça commence. Alors il est juste sorti, mais quand je le lis en classe ou quand tout de suite les enfants, c'est moi je suis pareil, je suis comme Jeanne. Et ça ils me le disent tous. Et il y a une parole qui se libère. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont, on déteste. On aime bien faire des bisous aux gens qu'on aime bien, mais pas ces inconnus comme ça qu'on croise. Ou la vieille cousine qu'on ne connaît pas. Et qui a un peu de barbe aussi. Voilà, en plus. Qui pique quand on lui fait des bisous. En tant qu'autrice, comment vous naviguez entre l'humour et le sérieux lorsque vous abordez des sujets délicats comme le consentement chez l'enfant? Ouais, parce que l'humour, ça fait partie, je crois, même de l'enfance. Et puis c'est tellement facile d'aborder ces sujets, justement, par le biais un peu de la légèreté. Le truc, c'est pas d'en faire quelque chose de tout de suite grave et triste. On peut apprendre le consentement tout en s'amusant. Là, Jeanne, elle n'est pas toujours très sympa quand elle décide d'être désagréable. Bon, elle va se faire recadrer parce qu'effectivement, elle va avoir il va y avoir des conséquences à elle va se rendre compte que c'est pas bien. Mais on peut s'amuser aussi, heureusement. Et je pense que les enfants sont encore plus réceptifs à ça, à cet humour. Est-ce que vous avez des conseils pour les parents qui souhaitent justement discuter de ces thèmes abordés dans votre livre avec leurs enfants? Comment initier cette discussion sans y donner un côté peut-être trop important, trop cérémoniel? Comment aborder ça de manière légère? Oui, tout à fait. C'est pas une histoire de morale. Je pense que ça peut être tout simplement en utilisant le personnage de Jeanne. Est-ce que tu serais comme Jeanne? Est-ce que toi aussi tu serais capable de pas te laver? Pourquoi? Est-ce qu'à un moment donné ça t'a gêné toi aussi d'embrasser un tel ou quand je t'ai demandé quelque chose? Et puis peut-être de commencer on a le droit aussi de s'excuser auprès de ses enfants. Parfois on peut dire bah oui, excuse-moi, là je t'ai un peu forcé, j'aurais pas dû. Et ça permet aussi d'ouvrir cette discussion-là. Les adultes aussi se trompent et on peut s'excuser, on a le droit. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel le consentement commence? Puisque derrière ça, j'ai une idée en tête, mais des psychologues, psychanalystes, psychiatres expliquent que notamment chez l'enfant, il y a l'importance du toucher, de la mère, du père. On explique par exemple en psychanalyse, alors c'est une théorie comme une autre, mais que l'enfant qui a de l'eczéma, c'est parfois un enfant qui n'a pas été justement assez touché, qui du coup peut provoquer, psychosomatiser cette absence de contact en ayant des éruptions cutanées. Donc ça veut dire qu'il faut à un moment le contact avec l'enfant. Quand est-ce qu'on peut commencer à questionner avec lui les limites? Je pense vraiment que c'est au moment où lui, il est en capacité de dire, et même presque au-delà de ça, à chaque fois, on parle bien aussi de l'importance maintenant de dire au bébé les gestes qu'on va faire. Là, même si le bébé ne peut pas parler, il comprend, et on va lui dire, là, on va faire le bain, je vais te faire un câlin, mais on peut déjà commencer à lui dire les choses, et dès qu'il est en mesure de répondre, lui poser la question tout simplement, ou lui expliquer parfois pour l'hygiène notamment. Un enfant, quand ils sont tout petits, on est obligé d'être avec lui, mais il y a un âge où ils sont en capacité de se laver tout seuls. On peut dire je reste derrière la porte, tu sais faire maintenant. Je pense que ça c'est important de discuter avec eux, mais ça n'enlève rien. Enseigner le consentement ne veut pas dire ne plus toucher personne et ne plus être dans le contact. Au contraire, c'est justement choisir et avoir un contact voulu. Anti-bisous, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Talent Haut, dans lequel vous racontez cette histoire de Jeanne et vous expliquez cette notion de consentement. Ça se lit bien, j'allais dire ça se lit vite, c'est normal pour les adultes, mais pour les enfants aussi. Puis c'est surtout très très bien illustré. Merci beaucoup Marie-Hélène Fouquet d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Et on va tout de suite passer à la chronique de Guillaume Buan. C'est les vacances, enfin, en tout cas pour les publics scolaires et pour celles et ceux qui n'ont pas la chance, comme vous, de partir dans des destinations dépaysantes, il y a toujours la possibilité d'aller au musée. Effectivement. Ça fait envie. Allez, on va au musée de l'air et de l'espace du côté du Bourget. On a plus de 12 hectares, comme nous l'explique Delphine Rochelle, responsable du pôle action pédagogique et culturelle.
halls à découvrir, des pionniers de l'aviation jusqu'à la 380, puisque nous avons également des avions sur le tarmac. Donc il y a facilement de quoi faire et visiter, parcourir le musée pendant au moins une journée avec toutes les activités, d'autant plus ce dimanche-là avec les petits plus qu'on propose. Et le petit plus, justement, c'est cet événement Ma famille à bord qui va donc se dérouler ce dimanche avec plusieurs activités. Écoutez à ce propos Solène Davalo, responsable du pôle relations publiques au musée de l'air et de l'espace. L'ouverture pendant cet événement de l'espace Le Cocon qui est fait pour les 0-3 ans et leurs parents. Donc voilà, un espace de respiration pendant la visite où les tout petits pourront se reposer, les parents aussi, et avoir des activités qui sont adaptées pour eux. Et on lance aussi la visite famille. Donc pour nous, c'était profiter des vacances scolaires pour mettre en avant notre famille, la faire connaître et proposer à nos visiteurs un moment plaisant, joyeux, en famille. Alors le Cocon est ouvert de 10h à 18h, vous pouvez donc y aller avec vos enfants, vous profiterez aussi de visites comptées comme la petite histoire ou voyage au gré des vents, une visite familiale avec les animaux de l'air et de l'espace, et la suite du programme, c'est Solène Davalo qui nous le donne. Notre espace Planète Pilote, qui est un espace ludo-éducatif conseillé pour les 6-12 ans avec plein de manipulations interactives. Il y aura aussi des séances de planétarium, de l'astro-fitness. Donc là, c'est la préparation physique des astronautes avant de partir dans l'espace. On a aussi notre médiathèque ludothèque. On proposera diverses petites animations à l'intérieur et notamment des contes pour les plus grands dans l'après-midi. Et puis n'oubliez pas de participer à la tombola, là aussi, pour gagner différents lots. Les tarifs, une nouvelle fois, écoutez Solène Davalo qui nous les donne. Pour les adultes, c'est 17 € et pour le billet de check-in boarding pass qui vous permet de visiter le musée et de monter à bord des avions, donc notamment le Boeing 747 et les 2 Concorde. Et pour les enfants, pour les 4-18 ans, le tarif est de 6 € et pour les 19-25 ans, le tarif est de 8 €. Et ensuite, toute la programmation de l'événement Ma famille à bord est gratuite. Donc, il n'y a pas de préinscription. Vous vous présentez, vous faites la queue et puis vous participez à l'animation. Alors, informations et réservations surtout sur le site internet musée-air-espace.fr. Et si vos enfants ne sont pas contents parce qu'ils ne sont pas partis au soleil, emmenez-les au Salon du Livre. Au Festival du Livre. Au Festival du Livre, c'est à Paris, effectivement. Rendez-vous au Grand Palais éphémère, à 2 pas du Champ de Mars, et non loin de l'école militaire, mais aussi dans des ambassades de la capitale, oui, avec un événement littéraire qui a été créé par les éditeurs du Syndicat national de l'édition qui souhaitent renouer avec le sens de la fête, célébrer le livre avec les auteurs, les éditeurs et les livraires. C'est pourquoi 329 autrices et auteurs seront présents sur les 6 scènes du Grand Palais éphémère. À l'honneur cette année, c'est le Québec. Il y en a pour tous les goûts, du polar au roman romantique, en passant par les livres jeunesse. Pour le jeune public, des ateliers de lecture et d'écriture, une lecture dessinée olympique également. Les tarifs sont gratuits pour les moins de 25 ans, notez-le. Pour les plus de 25 ans, c'est 9 €. Donc demain et dimanche, entre 9h et 20h. Allez, et puis si vos enfants vous ont ramené des mauvaises notes, vous les envoyez en Bretagne, à Rennes, pendant une semaine. Il y a la 30e édition du Festival national du film d'animation. Je plaisante évidemment, je suis moi-même breton, d'où cet humour. C'est très bien Rennes et c'est très bien cet événement. Effectivement, 8 compétitions au programme pour tout le monde et tous les âges, dès 3 ans, 6, 9 ou encore 11 ans, et pour nos adolescents. 60 courts-métrages en compétition, 9 longs-métrages, des clips, des séries. Il y en a donc pour tous les goûts. Bande annonce. Faites sonner les cuivres, avancez grands et petits, que cette histoire ne tombe pas dans l'oubli.
Alors vous pourrez assister aux films en compétition, même voter d'ailleurs. Des films suivis d'échanges, de rencontres. Vous allez profiter en plus d'ateliers et d'événements autour de ces films. Toutes gratuites d'ailleurs, comme par exemple la découverte du pré-cinéma. Vous allez manipuler les premières inventions qui ont mis l'image en mouvement. Dimanche, un praxinoscope et une ciné-confiture pour les gourmands d'entre nous, des rencontres avec les réalisateurs, réalisatrices, productrices ou encore les techniciens d'événements qui se déroulent jusqu'à mercredi prochain dans 6 salles de cinéma différentes. Les billets, certaines séances sont en accès libre. Sinon, vous comptez 7,50 € pour les adultes et pour les moins de 26 ans, c'est 6 €. Et on termine avec un petit voyage à Lyon dans l'univers de Miyazaki. Effectivement, ça plairait à un certain Loïc Landreau, n'est-ce pas, qui est fan de manga. Je pense à lui très fort. Effectivement, Hayao Miyazaki, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur japonais à qui l'on doit notamment Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, ou encore plus récemment Le garçon et le héron. L'exposition, donc le musée ambulant lecture de Miyazaki, présente 10 films mis en avant comme un musée ambulant pour découvrir les aspects cachés de ses œuvres. Chaque film est associé à une source d'inspiration, que ce soit littéraire, visuelle, des estampes japonaises, des éditions originales de ses livres ou encore des affiches. Des artistes ont également été sélectionnés par un magazine pour créer des illustrations. Et puis on a également un scénariste de bande dessinée qui sera là et qui ponctue le parcours de l'exposition avec son travail. Des visites guidées, des ateliers, rendez-vous donc au musée de l'imprimerie et de la communication graphique. C'est 8 € pour les tarifs pleins, 6 € pour les tarifs réduits, gratuits pour les jeunes de moins de 18 ans. Si vous avez un abonnement au réseau de transport, là aussi vous avez un tarif réduit. Notez aussi que mardi prochain, si vous voulez vous faire une petite séance de ciné toujours à Lyon, il y aura la diffusion du voyage de Chihiro. Ce sera à l'Aquarium Ciné Café de Lyon à 20h30. Et ben voilà, mais ça sert à rien de partir loin pour faire des vacances. Ah ben non, regardez. Lyon, Paris, du livre, Rennes, tout ça, c'est des belles destinations made in France. Merci Guillaume. Et ben tout de suite, c'est Malika Ménard pour Souvenir d'écolier. Si tu le veux bien, on va attaquer la toute dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'éducation. Pour toi, ça remonte un petit peu, mais comment tu juges l'école française? Je la trouve un peu vieille, un peu en retard sur pas mal de choses. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses, comme je disais un peu tout à l'heure, qui devraient arriver beaucoup plus tôt. Je me souviens d'un truc qui m'a beaucoup marqué en sociologie en DUT. La sociologie, c'est une matière compliquée parce qu'il y a beaucoup de par cœur au début. Il faut apprendre faut connaître des thèses et puis il faut connaître aussi les différents auteurs et tout ça, sociologues. Mais il y a des bases de sociologie qui pourraient même être de la philosophie au final, qui moi, je ne savais pas que je pouvais encore apprendre et grandir dans mes préjugés à 21 ans. Je me disais à 21 ans, je sais à peu près où j'en suis, enfin on croit. Oui. À ce moment-là, on n'a jamais été aussi vieux, donc on est persuadé qu'on est au top. Mais j'aurais aimé savoir des choses à 13 ans. J'aurais aimé que ce qu'on t'a enseigné à 21 ans, tu l'apprennes beaucoup plus tôt. C'était des choses de base sur les réflexes de comment interagissent les gens entre eux. Sur de l'humain, en fait. Sur de l'humain, en fait, des cours sur l'humain. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas les émotions, on n'apprend pas comment on en arrive à la délinquance, on n'apprend pas comment on arrive à fumer des clopes. Et en fait, tout ça, tu l'apprends en sociaux, par exemple. C'est quoi ce phénomène de vouloir fumer quand on est ado? Et en fait, ça, je l'ai appris à 21 ans. Et je trouve ça dommage quand même de... C'est quoi le premier truc que tu changerais si on te donnait une baguette magique? Ça serait ça, mettre des cours ça serait de changer 2-3 trucs, prioriser un peu plus l'éducation et de qu'est-ce qui va pas aujourd'hui et éduquer aussi les gens beaucoup plus aux activités manuelles, à la lecture, au sport d'une autre manière, quelque chose attiser beaucoup plus, apprendre à apprendre en fait. De manière différente. On apprend des choses, mais on n'apprend pas aux gens à être curieux, on n'apprend pas aux enfants à aller voir autre chose que leurs écrans. Malheureusement, moi j'ai la chance d'être à la limite de ça. Je suis dans les dernières générations. Je suis pas la Gen Z en fait, je suis juste avant. Donc j'ai de la chance, on va dire. Mais évidemment, je trouve que tout ça évolue. Je dis pas que c'était mieux avant. C'est très bien aussi qu'il y ait de la technologie. Il y a beaucoup de choses Justement, tu la vois comment l'école de demain? Je la trouve prometteuse. Il faut se servir de tout ce qui nous est donné aujourd'hui, de la technologie, Internet, c'est incroyable, tout ce qu'on peut faire avec les IA et tout ça aussi. Il faut s'en servir, mais il faut faire attention à pas que ça dégénère, quoi.
Et la musique, est-ce qu'elle doit avoir plus de place à l'école ? Oui, forcément. Après, je me mets à la place, je me souviens à l'école de tous ces gens qui n'avaient pas forcément d'affect pour les cours de musique. Faut proposer, je pense, quelque chose de complet, d'instructif. Par exemple, étudier les textes qui plaisent aux jeunes aussi, par exemple. Ça, je trouve que c'est fait de plus en plus et je trouve ça génial. C'est positif de s'intéresser un peu plus à la nouvelle génération. En fait, on est focus sur presque l'éducation, on se la met pendant 10 ans, mais on est dans une société qui évolue beaucoup plus vite qu'avant. On ne peut pas se permettre d'avoir le même programme pendant 5 ans ou 10 ans. Il faut s'adapter et tout. Et ça, je trouve ça cool que certains profs, je sais qu'il y a des profs super passionnés qui prennent des textes de rap pour les faire lire Je trouve ça trop bien. Ça, tu l'avais pas, toi, encore, à ton époque. Ok. On avait « Oh, sole mio !» truc de vieux et tout. C'était bien. Mais... C'est pour nos grands-parents, quoi. Bon, c'est déjà la fin de l'émission. Merci. Merci d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. Merci beaucoup Malika. À lundi avec un nouvel invité. Tout de suite, c'est le Zap, c'est le meilleur de School TV. En lisant votre livre, j'ai pensé à l'histoire, vous savez, de la grenouille qu'on plonge dans l'eau bouillante et essaye tout de suite de s'en sortir, tandis que si on la met dans l'eau froide et qu'on monte tranquillement à la température, elle reste dedans et à la fin, elle meurt. Vous avez voulu montrer que le harcèlement, c'est aussi un continuum, c'est-à-dire que ça commence par des petites choses qui, au fond, prises isolément, c'est pas si grave que ça, et qu'ensuite, il y a ce phénomène d'emprise et qui devient proprement invivable. C'est exactement ça. Ça commence, alors pas forcément tout doucement, mais malgré tout, si on prend les situations de départ et ensuite ce qui est donné à vivre à Orlane, effectivement qu'il y a une gradation. Il y a aussi le fait que rien ne s'arrête. C'est pas quand elle quitte le collège, qu'on est le soir ou le week-end ou pendant les vacances que les choses s'arrêtent, absolument pas. Avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, rien ne s'arrête. Et donc l'emprisonnement se fait petit à petit. Et au départ, où elle se dit c'est pas grave, où ils vont se lasser, il n'y a absolument évidemment rien de tout ça qui se passe. Et on est effectivement dans cette situation d'enfermement graduel. C'est vrai qu'ils n'ont aucune idée, à mon avis, de combien coûte tel banc ou telle classe que vous avez fait, telle classe dehors. Tout le mobilier, ils ne se rendent pas compte. C'est extrêmement cher, en fait. Quand on leur explique que la moyenne de rénovation, de restructuration d'une cour de récréation, c'est que vous enlevez le bitume, vous mettez des arbres, vous installez une classe dehors, vous faites ce qu'on appelle des lieux d'intimité, vous êtes pratiquement à 300 000 € par cour de récréation. Et ça les marque aujourd'hui. Pourquoi cette démarche, d'après vous, est participe au processus d'autonomisation de tous ces futurs citoyens, de tous ces élèves ? Parce que je pense qu'ils sont bien plus impliqués dans notre vie de tous les jours, bien plus qu'on ne le pense. On a des élèves qui vont être très discrets, mais qui ont envie que les choses bougent. Vous avez parfois des élèves qui sont un peu plus perturbateurs, qui vont trouver un centre d'intérêt. Aujourd'hui, quand on discute avec les enseignants, je réunis tous les principaux de collège dans quelques jours. Et on l'a fait l'an dernier, on a posé la question, est-ce que vous sentez aujourd'hui chez ces élèves une meilleure attention ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a la pause, la récréation, je suis sûr d'aller, je vais au sanitaire tranquillement, je peux me poser dans ce qu'on appelle un endroit d'intimité dans la cour de récréation. Dès les beaux jours, donc d'ici quelques jours, les salles de permanence, on peut maintenant le faire à l'extérieur. On a aménagé des salles en extérieur avec des voilages. Tout cela apaise les adolescents, apaise le climat scolaire et les enseignants nous disent, on sent quand même que quand ils reviennent en classe, après la pause déjeuner ou après la récréation, eh bien, il y a une attention qui est différente, qui est bien plus positive. Pour inculquer aux enfants la valeur de l'argent, la Banque de France a lancé le passeport EducFi pour éducation financière, un module de formation de 2 heures mis en place en partenariat avec l'Éducation nationale, module qui s'est inscrit dans le cadre plus global de la semaine de l'éducation financière organisée par la Banque de France et lancée aussi par l'OCDE il y a 12 ans maintenant. Vous allez d'abord nous éclairer, si vous le voulez bien Thomas, c'est quoi justement ce passeport EducFi ? C'est une initiative qui a vocation à justement mettre plus de notions financières dès le plus jeune âge et ne pas attendre d'avoir ses premiers revenus ou ses premières problématiques patrimoniales pour se lancer dans ces sujets de gestion d'un budget, gestion d'une épargne. Donc, j'ai envie de dire que c'est extrêmement louable, voire nécessaire, parce qu'on parle souvent du fait que les Français n'ont pas une éducation financière très, très poussée. Donc je pense que l'initiative est top, effectivement renforcée par cette semaine de l'éducation financière qui était aux alentours de mi-mars. Et donc ça a vocation à apporter un petit peu de connaissances théoriques sur
qu'est-ce qu'un budget, comment optimiser son budget, est-ce qu'il faut avoir la température de son salon à 16, 19, 22 degrés pour réaliser des économies, ça veut dire quoi faire un crédit, il y a tout aussi des notions autour des arnaques potentiellement à la carte bancaire, donc, je le répète, mais c'est une très bonne chose. Et nous, chez Multiplacement, qui a vocation à démocratiser, donc éduquer, on est très content que la Banque de France et du coup indirectement le gouvernement appuient ces initiatives. Néanmoins, comme vous disiez très justement en introduction, on trouve que c'est une bonne démarche, mais qu'il faut aller plus loin parce qu'on le voit, c'est quand même des notions qui sont souvent complexes. C'est un secteur qui est souvent opaque. Et pour moi, le meilleur moyen d'aller plus loin, c'est d'apprendre en marchant, en quelque sorte, et du coup d'accompagner les collégiens presque à faire. Moi, ce qui m'intéresse quand je construis un roman et quand je construis des personnages, la première chose que je cherche et qui m'intéresse, c'est la faille. Quelle va être la faille de ce personnage? Donc Orlan, on en a déjà parlé. Sarah, il y a cette faille-là. Alors sa faille, c'est absolument pas la maladie. C'est la crainte que le diabète ne change le regard des autres sur elle. Sa faille, c'est ça, c'est l'importance pour elle qu'a le regard des autres. Ouais, vous dites quand même, vous lui faites dire pas de rémission, pas de guérison. C'est quand même une maladie omniprésente. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas parce qu'elle est malade qu'elle devient harceleuse. Ouais. Mais par contre, l'importance que le regard des autres a sur elle, le besoin qu'elle a d'être populaire et de le rester, le sentiment de toute puissance que lui donne le harcèlement qu'elle fait sur Orlan. Et pas que sur Orlan d'ailleurs, parce qu'elle est, vous le dites à un moment, hein, elle choisit ses victimes depuis le début du collège en fait. C'est ça. Personne ne doit savoir que je suis différente, dit-elle. C'est ça. Ouais. Elle construit donc sa propre personnalité autour de cette popularité, mais c'est une popularité qui repose sur la peur qu'elle diffuse. Et d'ailleurs, une de ses amies le dit à un moment. Oui, mais c'est intimement lié, effectivement. Elle aime être mise sur un piédestal et elle aime être crainte. Plus que tout, ce qu'elle aime, c'est que les autres soient à ses pieds. Et elle a l'impression de régner sur sa cour, de régner sur son petit monde. C'est une place qu'elle n'a pas dans sa famille. Il y a aussi cet aspect-là dans le roman. Dans sa famille, il y a un frère. Ce frère, c'est un peu le chouchou. Ouais. Les parents sont indulgents. Il est premier de classe. Il est tout ce qu'elle n'est pas. Mais il l'adule. Il l'adule, mais malgré tout, le regard de ses parents compte aussi. Et la place qu'elle a au collège, c'est une place qu'elle n'a pas au sein de sa famille. Il y a une véritable inquiétude aujourd'hui. L'État qui veut faire 10 milliards d'euros d'économies. Oui, parce qu'ils vont aller les chercher là où aujourd'hui on gère bien. Le problème en France, c'est que quand vous gérez bien, c'est là où on vient taper chez vous. Oui, parce que c'est de l'argent. On l'a connu il y a quelques années au sein des bailleurs sociaux, soi-disant qu'il y avait des trésors de guerre, on a fait le maximum pour leur reprendre de l'argent, ou aider à moins financer les collectivités depuis des années, toutes tendances politiques. Et là, on sent que le gouvernement veut en effet mettre un coup de rabot supplémentaire, simplement. À un moment, nous, on a l'obligation d'avoir un budget en équilibre. L'État ne l'a pas. On le sait depuis des décennies. On l'a bien vu. Et on voit dernièrement où d'un seul coup, on réalise qu'on s'est trompé de 15 milliards. C'est assez stupéfiant. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut pas se tromper sur le budget. Donc, vous voyez, le budget 2025, avec la présidente du département, on va commencer à le travailler dès le mois de mai pour être sûr d'avoir un budget à l'équilibre. Mais ce sera très compliqué. Pour les parents qui nous regardent, qui nous écoutent, les règles d'or pour enseigner une partie d'éducation financière autant qu'on peut à la maison auprès de ses enfants. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux parents qui nous regardent? Le titre, là, ce qui est très important, c'est de bien dissocier, quand on parle d'argent et d'investissement, les deux grands piliers. Il y a tout ce qu'on appelle l'épargne. Donc l'épargne, c'est quand on met de l'argent, il n'y aura pas de risque. Donc, par exemple, quand on met de l'argent sur un livret A, on épargne. Quand on met de l'argent sur un livret jeune, sur un PEL. Et ensuite, il y a la deuxième grande catégorie qui sont les produits d'investissement, ou là, qui sont des produits à risque. Donc, qui dit produit à risque, ça ne veut pas dire qu'on va perdre à tous les coups. Ça veut dire que si je mets 500 €, par exemple, ça peut fluctuer un peu à la hausse comme à la baisse. Et donc ça, en produit d'investissement, il y a la bourse, acheter des actions chez L'Oréal, il y a investir dans l'immobilier ou investir, par exemple, dans les crypto-monnaies. Donc voilà, le premier élément à bien avoir pour éduquer, c'est de dire, quand je veux placer un petit peu d'argent, il faut bien que je comprenne de quoi je parle entre épargner et investir. Et ensuite, il y a des petits conseils qui sont à appliquer, qu'on soit expert ou pas expert.
Le premier, c'est quand on passe dans la catégorie investissement, eh ben, il faut penser long terme. Quand on dit long terme, ça veut dire 5-10 ans. Donc je ne place pas 500 € en bourse ou dans l'immobilier pour pouvoir les récupérer dans 6 mois en ayant espéré de faire x3. Ça ne fonctionnera pas. Donc la notion de long terme, la notion de commencer tôt. C'est très important de commencer tôt. On l'a dit pour la notion d'éducation, parce qu'on apprend en faisant, et du coup, le plus on acquérit de l'expérience tôt, le mieux c'est pour le futur. Mais également parce que il y a un système des intérêts composés. Alors c'est un peu technique, mais c'est que chaque année, si se place de l'argent, cet argent va fructifier, et l'année d'après, la partie qui a fructifié va elle-même encore fructifier. Donc il y a un effet un petit peu boule de neige. Donc plus je commence tôt, plus j'accélère cet effet bénéfique de démarrer tôt. Voilà pour le Zap, c'est la fin du grand JT de l'éducation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Guillaume. Il n'y a pas de quoi. Vous faites laquelle des destinations que vous nous avez présentées? Rennes, Lyon ou le Rennes du livre? Partir à Rennes. Rennes, vous êtes breton? Oui. Ah, c'est vrai? Oui, c'est une vanne. Ça ne m'étonne pas. C'est Guillaume, de toute façon, les Guillaume sont tous des bretons. Kenavo. Aujourd'hui à la réalisation, Théo Boscar, Saïd Mamouosson au maquillage, Laure Audemont, Laura Girard, Emma Ferré à la rédaction. Passez un excellent week-end. Ne vous inquiétez pas, dès lundi, vous retrouvez notre amie Virginie Guillaume. Elle est de retour, heureusement. Voilà, c'est l'heure de vacances pour moi. Mérité, non, même pas. Merci. Allez, bisous.